l'OMS a-t-elle décrété qu'il s'agissait d'une pandémie? Par simple précaution ou catastrophisme inutile? Ses détracteurs lui reprochent sans cesse une trop grande proximité avec l'industrie pharmaceutique. Ils estiment que l'OMS se laisse influencer par les intérêts économiques des laboratoires. Avant d'arriver à l'OMS, beaucoup de gens ont travaillé dans l'industrie pharmaceutique et en ont gardé l'état d'esprit. Si bien qu'aujourd'hui, ils veillent à ce que les décisions de l'OMS servent aussi les intérêts des laboratoires. Je me souviens d'un responsable des urgences épidémiologiques à l'OMS au moment de la grippe aviaire. Quand nous avions parlé ensemble, il n'avait pas su me donner une seule raison convaincante d'avoir peur de la grippe aviaire. Et à la fin de l'année, j'avais appris qu'il était finalement parti travailler pour un grand groupe pharmaceutique. Il y a manifestement des carrières qui passent par l'OMS. Et c'est inadmissible, bien sûr. À l'OMS, des représentants des laboratoires sont présents à chaque réunion importante. Ce n'est pas un secret. C'était aussi le cas lors des décisions sur les mesures à prendre contre la grippe A. Officiellement, ils ne sont là qu'en tant qu'observateurs et pour répondre aux demandes d'information en tant qu'experts. Le groupe GlaxoSmithKline emploie lui aussi des experts qui ont leurs entrées à l'OMS. Cette proximité peut être un gros avantage, mais on ne parle pas de ces choses-là. En principe, il y a toujours des représentants des laboratoires aux réunions de l'OMS pour pouvoir répondre aux questions de capacité, la date de disponibilité du vaccin, ce genre de choses. Ils ne sont là que pour répondre aux questions, pas en tant que conseillers. Ils n'ont aucune influence à ce niveau. Répondre à des questions sans conseiller ni peser sur les décisions? Bref, ces liens trop étroits, ni les représentants des laboratoires, ni Dominique Legros ne les voient. L'homme de l'OMS ne comprend pas le procès qui est fait à l'organisation. On travaille avec l'industrie dans le sens où ce sont eux qui produisent les vaccins. Il faut bien sûr travailler avec eux. D'autre part, sur des réunions, sur des réunions où on décide de mesures, de conseils de santé publique, etc., les industries pharmaceutiques ne sont pas présents. Ne votent pas, n'ont pas de droit de décision sur ces mesures-là. Maintenant, quand il y a une épidémie d'une maladie infectieuse qu'on traite avec un médicament X et que c'est le seul traitement et que le laboratoire Y produit ce médicament X, bon, le laboratoire Y va vendre plus de médicaments X. Mais je pense que avant de critiquer le fait que ce laboratoire Y fait de l'argent grâce à la maladie en question, il faut déjà se réjouir qu'il y ait ce médicament X sur le marché. Le groupe Roche fait partie de ces laboratoires. Il fabrique l'antiviral le plus vendu contre la grippe A, le Tamiflu. Le virus est arrivé à point nommé pour le groupe. Manifestement, le Tamiflu ne se vendait plus du tout. Aujourd'hui, grâce à la pandémie, on se l'arrache dans le monde entier. Rien qu'au premier trimestre 2009, le chiffre d'affaires du Tamiflu atteignait 647 millions d'euros, soit 203% de hausse. Grâce à lui, Roche est une des entreprises en tête de l'indice Dow Jones. L'analyste Martin Brunninger observe l'industrie pharmaceutique depuis Londres. Et selon lui, dans l'ensemble, elle est plutôt en difficulté. Cet apport financier offert par la grippe A était donc bienvenu. C'est arrivé au moment opportun. Depuis des années déjà, les brevets de produits importants ont commencé à s'écouler. Les chiffres d'affaires ont baissé peu à peu. Et il y a de moins en moins de produits nouveaux qui suivent. Autrement dit, l'industrie pharmaceutique est dans une situation assez difficile actuellement. Et grâce à cette pandémie et aux grosses commandes des gouvernements, ils ont peut-être refait des bénéfices temporaires. Des bénéfices temporaires, mais qui atteignent plusieurs milliards d'euros et qu'aucune de ces entreprises n'aurait pu espérer sans cette pandémie. Le fait que les laboratoires investissent de plus en plus dans le marketing et de moins en moins dans l'innovation depuis des années pose manifestement problème. Au début des années 2000, l'industrie pharmaceutique s'apprêtait à rentrer dans ce qu'on appelle des années de vache maigre, c'est-à-dire les brevets parvenaient à expiration,
il n'y avait pas de nouveaux produits très excitants, et donc ils se demandaient comment est-ce qu'on va faire pour garder notre rentabilité. Et on savait très bien, nous autres spécialistes, que l'industrie pharmaceutique allait essayer de développer très fort le secteur des vaccins en créant finalement des alarmes d'épidémie et de pandémie pour booster la vente de ces vaccins. Alors, la première chose qui avait déjà été prévue, c'est la fameuse grippe aviaire. Or, moi, je vous fais quand même remarquer que tous les gens qui aujourd'hui, tous les experts qui nous crient au loup avec la grippe porcine, sont exactement ceux qui nous criaient au loup avec la grippe aviaire. Une fois déjà, le Tamiflu avait rapporté gros à Roche. Avec la grippe aviaire, le groupe a enregistré des chiffres d'affaires records. À l'époque, 96 États avaient fait des réserves, pour un coût de 550 millions d'euros. Le gouvernement américain avait acheté pour 48 millions d'euros de Tamiflu. Une opération plus que juteuse pour le secrétaire d'État à la défense de l'époque. Car Donald Rumsfeld était à la fois actionnaire et président du conseil de surveillance du groupe américain qui a élaboré le Tamiflu et qui en détient toujours le brevet. Même lorsqu'il était secrétaire d'État, Donald Rumsfeld détenait un grand nombre d'actions dans l'entreprise, pour une valeur estimée à 4 millions d'euros minimum. Mais les conflits d'intérêts ont toujours été occultés. Thank you very much. Ce genre d'interpénétration entre l'industrie pharmaceutique et la politique existe partout dans le monde, y compris en France. Avant sa carrière politique, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a passé plus de 10 ans au service de l'industrie pharmaceutique, notamment comme chargée des relations publiques d'un grand groupe. Une imbrication que l'on retrouve à l'Institut Pasteur, cofinancé par l'État. Sa directrice, Alice Dautry, siège en tant qu'expert au conseil d'administration du LEM, le syndicat de l'industrie pharmaceutique. Elle a décliné toute interview, comme les membres de l'Institut. Et selon les détracteurs des laboratoires, ces exemples d'intrication avec la politique sanitaire sont loin d'être les seuls. L'ancien président de l'INPES, Institut national de prévention et d'éducation à la santé, est passé avec armes et bagages au LEM. LEM, les entreprises du médicament, c'est le syndicat de l'industrie pharmaceutique. C'est vous dire à quel point donc quelqu'un qui était au plus haut dans la hiérarchie de décision politico-sanitaire publique, travaillant dans l'intérêt public, est passé avec tout son carnet d'adresses chez l'industrie pharmaceutique. Donc cela devrait être purement et simplement interdit. Le système manque de transparence. Il est quasiment impossible de comprendre quelles décisions sont influencées par quel réseau. Gerd Gleske, expert en économie sanitaire à Brême, dénonce depuis des années les mystérieuses interpénétrations entre l'industrie, les gouvernements et la recherche. Il y a beaucoup de lobbyisme dans ce système et il s'étend aussi à la recherche, car les chercheurs collaborent souvent avec des entreprises pharmaceutiques, si bien que des liens apparaissent là aussi. On l'a vu récemment en Grande-Bretagne, où un expert très réputé a vanté les mérites d'un médicament anti-grippe. Apparemment, c'est en Angleterre que la grippe A fait le plus de ravages. C'est en tout cas le pays qui a pris les mesures les plus radicales contre le virus. Chaque Britannique peut se procurer lui-même ses médicaments grâce à une hotline téléphonique. Le gouvernement a constitué des réserves d'antiviraux pour plus de 80% de la population. Et à cela s'ajoute une commande de vaccins d'une valeur de 180 millions d'euros environ. Sir Roy Malcolm Anderson, le recteur de l'Imperial College de Londres, conseille l'OMS et le gouvernement dans la lutte contre le virus. Il a publiquement défendu les remèdes anti-grippe. Depuis, des journalistes britanniques ont découvert que le chercheur